Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni et en Irlande. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous des astuces pour la photo en basse lumière parce que c'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est peut-être pas forcément toujours clair pour tout le monde, donc je vais essayer de revenir dessus dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, en basse lumière, évidemment, vous avez souvent des problèmes qui sont soit des photos trop sombres, soit des photos floues, voire carrément les deux. Alors, pour résoudre ces problèmes, il va falloir faire rentrer plus de lumière dans l'appareil, et pour ça, vous avez trois leviers possibles, à savoir les trois grands paramètres de l'exposition que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Alors, vous pouvez jouer sur ces trois paramètres séparément ou à la fois pour faire rentrer plus de lumière dans l'appareil, mais évidemment si on pouvait les augmenter à l'infini ce serait trop simple et on n'aurait jamais de soucis en basse lumière. Donc si vous avez des soucis, c'est évidemment qu'il y a des limites à ces paramètres. Alors je vais les prendre un par un et vous expliquer un petit peu ces limites. Alors tout d'abord, vous pouvez augmenter l'ouverture du diaphragme de l'objectif qui est monté sur votre appareil. Alors en effet cet objectif a ce qu'on appelle un diaphragme, c'est-à-dire un ensemble de petites lamelles qui va plus ou moins laisser rentrer la lumière selon ce que vous réglez. C'est un petit peu comme l'iris de notre œil. L'iris va se fermer plus ou moins selon la lumière qu'il y a. Donc par exemple, si on vous met une forte lumière en plein visage, eh bien, vous allez avoir l'iris qui va se fermer pour laisser rentrer moins de lumière pour ne pas vous éblouir. Donc on va beaucoup voir la couleur de vos yeux, pour faire simple. Et à l'inverse, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, votre iris va s'ouvrir au fur et à mesure, ce qui fait qu'on va beaucoup voir le noir du milieu de vos yeux parce qu'il va laisser rentrer plus de lumière. Le diaphragme, c'est un petit peu la même chose finalement, et donc vous allez pouvoir le contrôler sur votre appareil, notamment en mode priorité à l'ouverture. Alors, évidemment, il y a des contraintes à l'augmentation de cette ouverture. Alors la première, c'est une contrainte technique, qui est l'ouverture maximale permise par l'objectif qui est monté sur votre appareil. Alors l'ouverture, ça s'indique par un petit chiffre, c'est F slash un chiffre. Il y a un petit piège, c'est que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. C'est un peu contre-intuitif au départ, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme une fraction. Tout simplement, un demi, c'est plus grand qu'un tiers. Si vous prenez la moitié d'une tarte, vous allez avoir plus qu'un tiers d'une tarte, forcément. Donc, il suffit de retenir que c'est une fraction, et donc vous retiendrez que si c'est un plus petit chiffre, l'ouverture, c'est en fait une plus grande ouverture, ça laisse rentrer plus de lumière. Alors, ça, c'est donc la contrainte technique, c'est l'ouverture maximale permise par votre objectif. Donc ça, vous ne pouvez rien y changer, c'est votre objectif qui est conçu comme ça, il a une ouverture maximale. Alors comment la connaître? Simple, c'est marqué sur l'objectif, c'est marqué dessus. Donc vous allez par exemple avoir 18-55 mm f 3.5, 5.6. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'ouverture maximale est de 3.5 à 18 mm et de 5.6 à 55 mm, et tous les intermédiaires. Certains objectifs ont une ouverture maximale qui est la même, quel que soit le zoom que vous allez appliquer. Donc par exemple un 17-50 mm f 2.8. Ça veut dire que l'ouverture maximale serait de 2.8 à n'importe quelle focale. Donc ça c'est vraiment la première contrainte que vous allez rencontrer. Donc si vous ouvrez à l'ouverture maximale de votre objectif, eh bien après vous ne pourrez plus faire mieux pour ce qui est de l'ouverture. L'ouverture, elle a également une contrainte artistique, c'est-à-dire que qui n'est pas limité par votre appareil, mais qui est limité par votre intention photographique, ce que vous avez envie de faire de la photo, c'est que plus vous allez avoir une ouverture qui va être grande, donc un chiffre petit, plus vous allez avoir ce qu'on appelle une faible profondeur de champ. Alors qu'est-ce que c'est une faible profondeur de champ? Simplement quand vous avez, par exemple si vous faites la mise au point sur moi ici, eh bien vous allez avoir l'arrière-plan qui est flou, c'est ce que vous avez sur l'image. Là on est à une faible profondeur de champ, puisque vous voyez que la fenêtre derrière, vous ne voyez pas le détail du décor. Alors non seulement il est un peu plus lumineux que moi, donc il est un peu surexposé, mais en plus de ça, vous voyez qu'il est flou. C'est ça une faible profondeur de champ, en fait. C'est que vous allez avoir votre sujet net, mais l'arrière-plan flou, éventuellement aussi le premier plan flou, si on le voit sur l'image. Donc, c'est une contrainte dans le sens où si jamais vous êtes en basse lumière, mais que vous voulez avoir une image qui soit nette de l'avant-plan à l'arrière-plan, eh bien, vous n'allez pas trop pouvoir vous reposer sur l'ouverture de l'objectif. Donc, au deuxième levier que vous pouvez utiliser, c'est la vitesse d'obturation. Alors, la vitesse d'obturation, c'est ce qu'on appelle aussi le temps de pause. Là aussi, il faut faire attention en ce qui concerne les valeurs, savoir ce qui est le plus long et ce qui est le plus court. Évidemment, un dixième de seconde, c'est plus long qu'un centième de seconde, puisque là encore, si vous prenez un dixième d'une seconde, c'est une plus grosse part qu'un centième d'une seconde. Ça paraît assez logique, mais c'est quand même important de le préciser. Alors, cette vitesse d'obturation, ce temps de pause, c'est le temps pendant lequel l'appareil va prendre la photo.
Donc dans des conditions normales, il est souvent d'un temps très très court, qui permet de figer un moment, mais quand il y a de la basse lumière, eh bien l'appareil va souvent essayer de ramener plus de lumière en augmentant ce temps de pause. Alors, tout simplement parce que si vous ouvrez plus longtemps le rideau de l'appareil, donc c'est-à-dire que si vous laissez rentrer plus longtemps la lumière dans l'appareil, bien évidemment il y aura plus de lumière, et donc ça va aider en situation de basse lumière. Donc pour les situations de basse lumière, eh bien, vous pouvez ralentir le temps de pause pour faire rentrer plus de lumière dans l'appareil. Le problème c'est que ça a une petite limite, c'est que si vous ralentissez trop la vitesse, vous allez commencer à avoir des problèmes de flou. Alors le premier souci de flou que vous pourriez avoir, c'est le flou de bouger. Donc simplement, quand vous tenez votre appareil, vous faites en réalité des micro-mouvements, même si vous avez l'impression d'être vraiment très stable, vous faites quand même des micro-mouvements, c'est impossible de faire autrement. Et à partir d'un certain temps de pause, eh bien, ces micro-mouvements vont être perceptibles sur l'image. En fait, on va voir un léger flou sur l'image, et plus le temps de pause sera long, plus ce sera visible. Donc si vous utilisez un trépied, évidemment ce problème est complètement effacé, puisque le trépied est stable pour vous. Le trépied n'a pas de micro-tremblement. Donc vous pouvez tout à fait, avec un trépied, faire des pauses qui durent par exemple 1 seconde, sans souci de flou de bouger. Je reviendrai sur le flou de mouvement du sujet juste après. Alors, ce flou de bouger, à partir de quelle vitesse il apparaît, vous allez me dire, c'est pas forcément très évident à savoir. Alors, il y a une règle universelle, c'est-à-dire qu'on dit que la vitesse d'obturation doit être égale à au moins 1 sur la longueur focale. Alors, la longueur focale, c'est quoi? C'est le zoom en fait. Si vous êtes à 50 mm par exemple, eh bien, la vitesse d'obturation doit normalement être égale à au moins 1 cinquantième de seconde. Tout simplement. Si vous êtes à 100 mm, elle doit être égale au moins à 1 centième de seconde. Seulement, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Tout d'abord, il y a la taille du capteur dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Et là, il faut multiplier. Donc si votre capteur est un APS-C, il faut multiplier par 1,5, c'est un micro 4 tiers, il faut multiplier par 2. Donc ce que je vous recommande, c'est d'avoir toujours une vitesse d'obturation qui soit de 1 sur 2 fois la focale. Donc si vous êtes à 50 mm par exemple, d'avoir 1 centième de seconde, comme ça vous êtes absolument sûr que vous n'aurez pas de flou de bouger. Alors vous pouvez toujours descendre un petit peu en dessous éventuellement, surtout si vous avez la stabilisation sur votre appareil qui permet de gagner un petit peu en vitesse. Alors, ça c'est la contrainte technique, on va dire, de la vitesse d'obturation, mais il y a également une contrainte plus artistique, entre guillemets, puisque si vous avez dans votre image un sujet qui bouge, il pourrait être flou, même si vous utilisez un trépied par exemple. Donc si vous avez un temps de pause un peu limite, peut-être un dixième de seconde, vous utilisez un trépied, donc il n'y a pas de souci, à ce moment-là vous n'aurez pas le flou de bouger puisque vous ne tenez pas l'appareil. Par contre, si votre sujet bouge trop rapidement pendant ce temps-là, eh bien vous aurez sans doute un flou du sujet. Donc on va dire que utiliser la vitesse d'obturation en basse lumière, ça a ses limites. Si vous avez un sujet qui bouge notamment, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser autant que vous voudriez. Par contre, si vous n'avez pas de sujet mobile du tout, et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire une pause aussi longue que possible. Si vous avez besoin de 30 secondes de pause, ce n'est pas du tout un souci. Alors, le troisième levier que vous pouvez utiliser, c'est la sensibilité ISO. Alors, c'est ce que j'appelle la soupape de sécurité, parce qu'en fait, il vaut mieux utiliser d'abord un petit peu chacun des deux autres paramètres, donc l'ouverture et la vitesse d'obturation, avant de se reposer sur les ISO, si possible, si ça correspond à la situation, parce que par exemple, si vous avez un sujet mobile, eh bien, vous ne pourrez peut-être pas trop utiliser la vitesse d'obturation. En tout cas, voilà, si possible. Alors, cette sensibilité ISO, elle a une contrainte technique, c'est le maximum théorique de l'appareil. Alors, l'appareil au maximum, donc là ça n'a rien à voir avec l'objectif, contrairement à l'ouverture, l'appareil au maximum, il pourra monter jusqu'à telle sensibilité ISO, donc ça peut être 3200, 6400 ou 25600 ISO, ça dépend des appareils. Alors ça c'est la valeur théorique maximale, mais elle n'est que théorique, parce qu'en réalité, si vous allez jusqu'à la valeur maximale de votre appareil, vous allez avoir trop de bruit sur la photo, trop de grain en fait qui va se créer, et le rendu sera mauvais. Donc souvent il faut aller un petit peu en dessous de ça. La valeur qui marche le plus souvent, c'est de diviser à peu près par 4 la sensibilité ISO maximale possible par appareil. Donc par exemple, si c'est 6400 ISO au maximum, eh bien, vous pouvez sans doute monter jusqu'à 1600 ISO sans trop de bruit, sans oublier que vous pouvez absolument réduire le bruit au post-traitement. On peut beaucoup améliorer le rendu en réduisant le bruit au post-traitement, donc même si sur l'écran de votre appareil ça peut paraître un peu bruité, n'oubliez pas qu'au post-traitement vous pouvez quand même un petit peu encore arranger le rendu. Et l'avantage des ISO, c'est pour ça que pour moi c'est une soupape de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de contrainte artistique, dans le sens où vous n'allez pas avoir de problème avec
le mouvement ou la profondeur de champ sur votre image. Alors en plus de ces astuces purement techniques, c'est vraiment des réglages sur votre appareil, vous pouvez aussi utiliser des petites astuces un peu pirates, on va dire. Alors la première, c'est simplement d'essayer de rapprocher votre sujet de la source de lumière, ou de rapprocher la source de lumière du sujet selon ce que vous pouvez faire, parce que simplement, si la source est plus près, ça va plus éclairer le sujet. Vous voyez que là, j'ai une lampe à côté de moi, c'est pas un hasard, c'est parce que ça manque un petit peu de lumière au moment où je tourne, on est un petit peu tard dans la journée, donc j'avais pas assez de lumière sur mon visage de ce côté-là, donc j'ai rajouté une lampe, histoire d'avoir un peu plus de lumière. Vous voyez que si j'enlève complètement la lampe, ce que je fais est un peu risqué, on voit beaucoup moins de lumière sur mon visage que si je la rapproche. Donc vous pouvez aussi faire pareil dans vos photos, c'est tout à fait possible, et c'est une astuce à laquelle on ne pense peut-être pas assez, mais qui peut vraiment être utile. Ensuite, vous pouvez également rajouter de la lumière, évidemment. Donc, alors, allumer la lumière présente, ça c'est sûr, mais aussi utiliser un flash, qui est un tout autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre complètement aujourd'hui. Alors, dans la plupart des situations de basse lumière, cela dit, vous allez sûrement devoir vous reposer uniquement sur les 3 paramètres que j'ai cités, à savoir l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Alors, si vous avez joué sur tous ces leviers, mais que vous avez toujours des problèmes avec votre photo, il y a souvent 2 grandes situations. Vous avez soit une photo qui va être trop sombre, alors c'est typiquement en priorité à la vitesse, donc vous avez sélectionné une vitesse qui vous permet d'empêcher le flou de bouger et ou le flou du sujet, donc par exemple, je sais pas, 1/100 de seconde, ça vous permet d'éviter le flou, et l'appareil, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le diaphragme au maximum possible, et il a monté les ISO au maximum. Et là, vous allez toujours avoir une photo qui va être sombre. Donc je reviens après sur la cause de ce problème. Il y a un deuxième type de problème qui est un peu différent en rendu mais qui a la même cause, c'est que vous allez avoir une photo floue. Alors là c'est typiquement en mode priorité à l'ouverture, donc là vous avez pris une approche différente, vous avez ouvert au maximum le diaphragme, donc vous avez sélectionné l'ouverture maximum de votre appareil, et l'appareil de son côté, il a augmenté les ISO au maximum, et il essaie aussi de ralentir le temps de pause, donc de ralentir cette vitesse d'obturation jusqu'à temps qu'il ait une bonne exposition, jusqu'à temps que l'image soit suffisamment lumineuse pour lui. Seulement voilà, en ralentissant cette vitesse, eh bien, il va la ralentir parfois trop, c'est-à-dire que vous allez avoir une vitesse qui ne va pas être suffisante pour figer le mouvement du sujet ou pour empêcher que le flou de bouger apparaisse sur l'image. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir une photo qui va être peut-être suffisamment lumineuse, oui, mais qui va être floue. Vous allez avoir ces 2 problèmes-là, et les 2 sont liés à la même chose, c'est que vous avez atteint une limite de votre matériel. À partir du moment où vous avez joué sur les 3 paramètres à fond, et bien vous ne pouvez pas forcément faire grand-chose de plus. Alors, le plus souvent, c'est quand même dû au fait que vous utilisiez un objectif qui est sous l'objectif du kit, qui est un objectif qui a une faible ouverture maximale, souvent 3.5, 4, 5.6, qui est assez faible, et ça ne vous aide pas pour photographier en basse lumière. Donc on va dire que l'astuce reine en termes de matériel, c'est-à-dire que si vraiment vous faites beaucoup de photos en basse lumière et que vous avez souvent des soucis, et bien vraiment, en gros, l'astuce importante, c'est d'acheter un objectif avec une grande ouverture maximale, donc au minimum qui soit f2.8, voire f2, f1.8, f1.4, qui sont par contre là souvent des focales fixes. Alors, ça vous permettra de faire rentrer beaucoup plus de lumière dans l'appareil et de vous en sortir bien mieux en basse lumière. Également, si vous avez un appareil souvent avec un petit capteur ou alors un peu ancien, qui ne monte pas très haut dans les ISO, ça peut aussi poser problème en basse lumière. Donc, mais à mon avis, c'est d'amener dans un deuxième temps, si vous achetez votre matériel, d'abord acheter un objectif qui vous restera sur vos prochains appareils, tandis que l'appareil, lui, même si vous achetez un appareil très récent, avec un objectif d'entrée de gamme, avec une faible ouverture, ça ne va pas donner le rendu que vous allez vouloir en basse lumière, parce que vous allez parfois toujours manquer un peu de lumière. Donc d'abord, concentrez-vous sur un objectif à grande ouverture, surtout qu'on peut en trouver certains pour des sommes assez raisonnables. Alors, il y a aussi, parfois, il faut accepter que la situation n'est pas assez de lumière, tout simplement, pour pouvoir faire une photo correcte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trop peu de lumière pour faire de la photographie, et vous devez juste ne pas en faire du tout, donc ça peut arriver. Et là, ça dépend un peu du matériel, mais parfois, même avec le meilleur matériel du monde, il faudrait peut-être faire une pause très longue de 2, 3, 4 minutes, et encore, on aurait peut-être un rendu qui ne serait pas forcément si bon que ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la photo en basse lumière. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez voir les prochaines vidéos de cette série, eh bien, cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.